Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Laurent Gbagbo est arrivé ce jeudi à Abidjan par un vol régulier depuis Bruxelles. C'est la première fois que l'ex-président ivoirien foule le sol de son pays natal depuis qu'il a été déporté à la Cour pénale internationale. À son arrivée, Laurent Gbagbo a déclaré être heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique, après avoir passé injustement 10 ans à la Cour pénale internationale. Mais ce retour de Laurent Gbagbo, est-il un début de la fin de la France-Afrique en Côte d'Ivoire? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bondakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Retour de Laurent Gbagbo, les débuts de la fin de la France-Afrique et de ses avatars. C'est notre grande interrogation de ce matin. Le président Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale en mars dernier, doit atterrir à Abidjan ce jeudi 17 juin 2021 à 15h45 heure d'Abidjan. S'il promet la réconciliation, les tensions restent vives toutefois dans la société ivoirienne. Les militants arriveront dès ce matin d'ailleurs. Eh bien, nous avons des images. Nous attendons une foule immense et en liesse à l'aéroport et partout à Abidjan, prévient Justin Koné-Katinan, porte-parole de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien doit emprunter un vol commercial depuis Bruxelles et atterrir à Abidjan ce jeudi 17 juin après-midi, 10 ans après son arrestation et sa déportation au terme d'une crise post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts selon les chiffres officiels. Il regagnera ensuite la commune de Cocody. Les conditions du retour de Laurent Gbagbo ont été longuement discutées avec les autorités depuis son acquittement définitif par la Cour pénale internationale fin mars. L'État lui versera donc des indemnités mensuelles de 15 600 000 francs CFA conformément à la loi et s'est engagé à prendre en charge ses frais de voyage et ceux de sa famille. Le format du retour a aussi fait l'objet de négociations. L'exécutif qui mettra à disposition le pavillon présidentiel a finalement accepté un accueil populaire, nous dit-on, bien que cela implique un important dispositif de sécurité. Ce n'était pas possible d'être discret, justifie Justin Koné-Katinan, y compris si cela entraîne des risques de débordement. Il y aura un débordement de joie, oui, mais pas de confrontation. Nous avons suffisamment informé nos militants que le mot d'ordre était pas de provocation, poursuit d'ailleurs le porte-parole du président Laurent Gbagbo. Attendu avec impatience par ses partisans qui ont d'ailleurs infesté tous les hôtels d'Abidjan qui sont pleins depuis quelques jours et le stade d'ailleurs qui est plein à craquer. Nous aurons les hommages tout à l'heure parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui va m'envoyer des images en direct d'ailleurs de ce stade. Le président doit sa popularité intacte, voire accentué par son statut de martyr, en partie au travail minutieux des sections de son parti, le Front populaire ivoirien, qui ont entretenu la flamme auprès des militants. Mais on parlera également de son épouse, qui est une femme politique, pas comme les autres. Mais aussi à l'échec de la politique sociale d'Alassane Dramane Ouattara, selon son fils Michel Gbagbo. Une fois au pays, quel rôle Laurent Gbagbo va-t-il jouer? Difficile à dire, tant sa parole est rare. Il s'est exprimé publiquement qu'une seule fois en 10 ans, lors d'une interview accordée à TV5 Monde avant la présidentielle de 2020. La seule chose qu'il m'a dite, c'est qu'il parlerait à son peuple une fois de retour en Côte d'Ivoire, et lutte d'ailleurs son fils. Le retour annoncé en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État, le 17 juin de 2021, se heurte à une dernière exigence d'Alassane Dramane Ouattara. Un dernier caprice du président ivoirien caricature d'ailleurs les partisans de l'ancien président, de l'ancien détenu de la haie. Il faut le dire comme ça, entend imposer à son prédécesseur les membres de sa garde rapprochée. Une exigence qui ne passe pas du côté du comité d'accueil de l'ex-détenu de la haie. Les proches du président Gbagbo voient dans cette décision un subterfuge pour encore embastiller un homme blanchi par la justice internationale. Pendant ce temps, messieurs, le procureur Adou Richard demande également la prison à vie pour le PR, Guillaume Soro, la dissolution du GPS, 17 mois d'emprisonnement pour Alain Leboignon, Soro Simon, Soro Rigobert, Segonko Félicien, avec 500 000 francs CFA d'amende chacun. 20 ans de prison à Afoussiata Bamba, Soul Touré Moussa et aux éléments de la sécurité, il faut le dire, du président Guillaume Soro.
On ne va pas également oublier, messieurs, que des microbes sont allés hier manifester devant le quartier général de campagne du Front populaire ivoirien à la Riviera, à Toban, en face du 30e arrondissement, et aucun policier n'a pu, il faut le dire, les disperser. Alors que les autorités d'Abidjan savent bien que c'est à la direction du Front populaire ivoirien que sera reçu le président Gbagbo. Voilà, messieurs, les dernières informations du côté d'Abidjan depuis hier et surtout ce matin. Pendant ce temps, on nous dit quand même une chose, eh bien, la foule et surtout les populations sont dans les rues depuis très tôt ce matin à 5 heures pour attendre justement leur président. Président Badakani, je vais me tourner vers vous pour commencer. On va pas également oublier hier la mauvaise information ou bien la bonne information où les microbes sont allés manifester devant le quartier général de campagne du Front populaire ivoirien à la Riviera, en face du 30e arrondissement, et aucun policier n'était là pour les disperser. Un autre coup de la part des autorités ivoiriennes? Permettez-moi de commencer par quelque chose que je voudrais dire à la suite de Fanga, vraiment. Permettez-le rapidement, je vais vous le dire rapidement. La dame dont vous avez convoqué le nom, je me suis interdit de lui faire cet honneur désormais, a dit plus grave. Elle a dit que si le président camerounais Paul Biya est garçon, il refuse les lettres de créance de l'ambassadeur américain, qui est soit lui-même homosexuel ou ouvertement pro-homosexuel militant. C'est-à-dire il vient au Cameroun pour imposer l'homosexualité dans d'autres pays. Elle a dit si le président camerounais est garçon, qui refuse ces lettres de créance. D'abord, ce n'est rien comprendre au béaba de la diplomatie. Ben, venant de cette dame, ça ne me surprend pas. Mais ce que nous voulons dire, c'est que justement cet ambassadeur américain, nous on l'a à l'œil. La deuxième fois que je le dis, l'ambassadeur américain là, qui est arrivé là, nous, j'aime parler en mon nom, docteur Gouma et les autres, pour ne pas vous engager. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Nous, au NMP, cet ambassadeur, nous le suivons de près. Et qu'il a demandé à son prédécesseur ce qu'il a subi ici au Cameroun, quand il a oublié dans quel pays il se trouvait. Nous, les États-Unis, on s'en fout. Les États-Unis, moi, Badakani, je marche dessus. Donc, nous le suivons de très près. C'était une parenthèse. Ouais. Pour revenir à notre sujet, les microbes, là, on sait pour qui ils travaillent, on connaît le patron. Le patron des microbes s'appelle Alassane Ouattara. Le patron des microbes s'appelle Alassane Ouattara. Le créateur des microbes s'appelle Alassane Ouattara. Donc, que ce soit des microbes, que ce soit la volonté d'infiltrer la garde rapprochée du président Gbagbo, tout ça, ce sont les gesticulations, les dernières gesticulations d'un régime et d'un leader qui, dès son entrée dans la politique, était déjà dans les poubelles de l'histoire. On ne s'y attardera pas. C'est de la distraction. On veut distraire les gens pour essayer de diluer d'une certaine manière le caractère glorieux de ce jour, l'immensité terrestre et cosmique de l'homme Gbagbo et de ce qu'il incarne. On veut empêcher d'une certaine manière la visibilité au niveau des populations de ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et sa signification, mon cher Ngouf, c'est des formes de brouillard pour essayer de faire que le brouillard a pour premier effet obscurcir, empêcher de bien voir l'horizon. Oui. C'est ça le brouillard. Donc, vous voyez les petits brouillards artificiels que M. Ouattara crée, espérant que ça peut, n'est-ce pas, empêcher qu'on puisse voir l'horizon qui est tracé par le grand homme. Au sens de Machiavel, le grand homme. C'est-à-dire l'homme qui incarne et fait l'histoire. Ben, vous-même, est-ce que vous, c'est-à-dire quand vous regardez les événements, on a voulu faire entrer le président dans la discrétion. Est-ce qu'on a réussi? Pas du tout. Ben, alors, vous comprenez qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. J'ai déjà dit ici sur votre plateau que le président Gbagbo n'avait pas pour interlocuteur M. Ouattara.
Ce n'est pas insulter M. Ouattara que de le dire, ce sont des faits. D'abord, ceux qui ont renversé le président, ce n'est pas M. Ouattara. C'est le gang international de criminels qui est venu bombarder le palais du président et y est entré à l'intérieur. C'était des soldats français. Le monde entier a vu avant qu'on enlève l'image. À LCI, tout le monde avait vu ça. Et après, on l'a remis aux soi-disant rebelles. Donc, c'est la coalition militaire formée par les forces onusiennes, les forces françaises et les supplétifs qu'on appelle rebelles étaient loin derrière. Loin derrière. Donc, c'est une armée étrangère, il faut le rappeler. C'est une armée étrangère qui est entrée au palais présidentiel pour y capturer le président. Donc, Gbagbo n'est pas l'interlocuteur de M. Ouattara, n'est pas pour interlocuteur M. Ouattara. M. Ouattara n'est pas au niveau du président Gbagbo. Donc, quand on a dit ça, d'ailleurs, ce que je vous dis là, est manifesté par Kwangos. Si M. Ouattara était l'interlocuteur de M. Gbagbo, il aurait la capacité d'interpréter les événements à leur juste niveau. Par exemple, comprendre que sa justice, la justice de ceux qui l'ont mis au pouvoir, donc sa justice dont il était sûr et certain du verdict défavorable à M. Gbagbo, n'est-ce pas? Ce verdict-là, justement, n'aurait pas pu être ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc, si M. Ouattara était à la hauteur des événements, il aurait bien interprété ce qui s'est passé à la Cour pénale. Oui. Il devait bien comprendre que cette affaire-là, ce n'est pas comme ça que je dois aborder ça. J'ai fait une émission hier sur un média international où on m'a demandé si j'étais à la place du président Ouattara, ce que j'aurais fait. Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, si j'étais M. Ouattara, je serais allé chercher Gbagbo à La Haye, à la Cour pénale, moi. On serait rentrés ensemble dans son avion et on serait descendus ensemble à l'aéroport d'Abidjan. Ah oui, hein. C'est-à-dire que ça, c'est pour quelqu'un qui connaît la politique. C'est pour les hommes politiques nés qui comprennent ça. Et la réconciliation nationale aurait été réglée rien que par ces gestes. Gbagbo lui-même aurait été même confondu. Il aurait été confondu par ces gestes-là. Mais ça, c'est un geste qui devait venir de quelqu'un qui est à la hauteur des événements qui se passent, qui peut les interpréter dans le bon sens. Ouattara en est incapable. Parce que la fonction historique de Ouattara, c'est la destruction de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. La fonction historique de Ouattara, c'est d'être un supplétif local des ennemis du continent africain. Le rôle historique de Ouattara, c'est de se mettre en travers, n'est-ce pas, des dynamiques d'émancipation des peuples africains. Et il n'invente pas ça, M. Ngos. Donc, les gesticulations auxquelles vous avez fait allusion nous font sourire. Nous font sourire. Il fallait faire ça, il fallait empêcher, il fallait manœuvrer à la Cour pénale. Et Dieu sait que M. Ouattara a tellement manœuvré à la Cour pénale, il a donné plein d'argent à ces gens-là pour qu'à défaut de donner un verdict défavorable, mais qu'on retarda au maximum la libération effective du président Gbagbo. Mais peine perdue. Vous connaissez ce qui s'est passé avec le cabinet Mignat, non? Le cabinet Mignat qui est le patron d'un soi-disant opposant camerounais. Ce cabinet Mignat, qui est le cabinet d'avocats, qui travaille pour M. Ouattara et qui a veillé nuit et jour pour que Gbagbo ne sorte pas de la Cour pénale. Donc ce n'est pas des efforts qui ont manqué. Si ça a échoué, tout ce qu'on fait là, c'est nul. Donc, votre thème ce matin, c'est est-ce que la France-Afrique est en train de terminer? Oui. Tout à l'heure, l'apôtre Fanga vous a parlé d'un rêve dont on ne peut donner l'explication. C'est-à-dire, parlons comme ça, le conseil scientifique de Nebuchadnezzar, son conseil mystico-scientifique était incapable d'interpréter les rêves qui concernaient l'avenir de Nebuchadnezzar. Exactement. Si je ramène ça dans l'histoire, M. Ngos, le retour du président Gbagbo signe la fin de la France-Afrique. Je réponds à votre question de façon péremptoire. Intellectuellement, on ne le fait pas. Quand on fait un débat intellectuel, on n'est pas péremptoire. Mais c'est plus qu'un débat intellectuel ici. Ce n'est pas l'intellectualisme qui aurait pu expliquer ce qui s'est passé à la Cour pénale internationale. Ah oui. Parce que tout l'intellectualisme africain est passé à côté.
comme ils ont fait avec le franc CFA, comme ils ont fait avec le système international. Nous, qui sommes ici, il fallait en plus de l'intellectualisme une certaine folie, une dose de passion qui n'est pas rationnelle, pour visualiser ces événements et anticiper dans les combats que nous avons menés. Et M. Ngoz, c'est ça qui nous a permis d'anticiper. Et les faits nous donnent raison. Je voudrais donc pas convoquer cette force-là. Je voudrais convoquer cette vision spirituelle, cette grâce, Oui. qui, qu'on ne le veuille pas, est au cœur de ce mouvement. Cette grâce qui a été, je le répète, magistralement interprétée ici historiquement par le docteur Douma, quand il a convoqué la signification du chiffre 1 dans les dates les plus importantes de la vie du président Gbagbo. Hier, sur votre plateau. Oui. J'ai indiqué hier que, et je continue à le faire, M. Ngoz, on peut être athée. Si on veut, on croit pas en Dieu. Ok, je vais dire la puissance qui préside le mouvement de l'histoire. Parlons comme ça. Moi, je l'appelle Dieu. Comme je respecte les athées, je vais parler un langage qui va convenir à tout le monde. Monsieur Ngoz, lorsque Gbagbo est déporté à la Cour pénale, son sort est scellé. Vous vous souvenez dans quelle solitude cet homme s'est trouvé? Même au niveau de l'Afrique, les chefs d'État étaient impuissants. Ils se sont dit certainement, ça ne sert à rien. Comme d'habitude, nous ne pouvons rien. Pour les plus sincères. Pour ceux qui prospèrent et se reproduisent dans la trahison et le crime, ils ont dit, une fois de plus, notre camp est plus que vainqueur. Et il sera toujours fort. Oui. Donc notre avenir est garanti. Continuons dans la trahison, dans dans une action politique contraire aux intérêts de l'Afrique. C'est ça qui est l'avenir, c'est ça qui est la loi de l'histoire. Monsieur Ngoz, vous pouvez m'expliquer comment le mouvement du panafricanisme a émergé? Vous en êtes un précurseur. Vous êtes venu me chercher en ce temps-là, comme excuse pour de le rappeler, pour commencer cette affaire quelque part sur notre média, sans publicité. Sans publicité. Je dis, vous savez bien dans quelles conditions cette affaire-là a commencé. Oui. Qui pouvait imaginer? Des hommes peuvent revendiquer des titres de noblesse dans des mouvements, mais l'humilité commande. Pour des gens comme moi qui croient en Dieu, de dire, c'est sa main qui nous a conduits. C'est sa main qui a l'œuvre dans tout ça. C'est pour ça qu'aucun, ce n'est pas un coup de fusil. Ce ne sont pas des manifestations de rue, elles sont importantes. C'est ceux qui sont mobilisés dans le monde, ont joué un rôle, pas refuser. Mais, la libération de cet homme, la défaite de la CPI, la manière dont cela s'est passé, mon cher Ngoz, devant le monde entier, où une puissance non violente, spirituelle, a amené les témoins à décharger l'accusé. Là où ils étaient préparés à le charger. Où on a vu une procureure devenue folle, étalant une incompétence jamais vue. Alors qu'elle est, pas son pédigré. Pédigré, c'est une grande juriste. Vous comprenez? Oui. On a vu les juges d'une cour ridiculiser leur propre cour. Allez voir le détail, document de détail du jugement motivé. Allez voir ça. Où les juges ridiculisent leur propre cour, mon cher Ngoz. On a vu un homme sortir vivant des situations inexplicables, mon cher Ngoz. Pas une fois, pas deux fois en Côte d'Ivoire. On a vu, à la suite de cette dynamique autour du président Gbagbo, un mouvement néo-panafricaniste renverser les montagnes qu'on avait déclarées, qui étaient établies comme ne pouvant jamais être renversées. Le franc CFA, la géopolitique mondiale et ses paradigmes habituels à terre, au point où, pour débattre avec nous, on nous censure. On nous censure, parce qu'ils ne sont pas à mesure. Quand nous on parle le matin, ça les rend fous. Ils nous censurent. Là où on dit, venez débattre, on nous censure. On a vu la France raser les murs. La France raser les murs en Afrique. Parce qu'elle ne peut pas nous regarder dans les yeux, M. Ngoz. On a vu toutes sortes de choses, de déstabilisation organisée de pays, être retournées contre la France. Quand elle paraît qu'elle a réussi en Centrafrique, au Tchad, au Cameroun, partout. Vous voulez m'expliquer ça seulement parce que nous sommes trop forts? Non. Peut-être que vous êtes trop fort, mais moi, Bandakani, je dis que la grâce nous accompagne. Cette grâce-là
Vous croyez que tout ça s'est passé et que le président Gbagbo rentre chez lui, l'histoire va s'arrêter là? Vous croyez que l'histoire en elle-même peut laisser l'infamie qui s'est passée en Côte d'Ivoire, où un homme porté par les puissants les plus maléfiques de ce monde a insulté un continent, l'a méprisé, a nargué tout le monde, se présentant comme l'homme le plus important de l'histoire de l'Afrique et l'homme le plus grand? Je parle de M. Ouattara. Et vous croyez que l'histoire peut laisser un truc comme ça sans être jugé? Vous croyez que c'est possible? Ce serait contraire à toutes les lois de l'histoire, depuis que l'histoire est l'histoire. L'histoire est remplie d'empereurs, d'hommes puissants, ou présentés comme tels, qui se sont levés du haut des forces qui les portaient, ont écrasé les hommes, ont écrasé les peuples. Rome, c'était ça. La Perse, c'était ça. Tous les empires, c'était ça. Ces empires sont où? Dans les poubelles de l'histoire. Ce n'est pas M. Ouattara et les forces qui l'ont porté qui vont échapper à ce jugement. Nous croyons à la justice de l'histoire, M. Kos. Nous on croit à ça. Et nous croyons que la vie a un sens. Et pour que ce sens-là soit conforté, il faut que les peuples africains voient la déchéance, n'est-ce pas, de M. Ouattara et de tout ce qu'il incarne. Nous n'avons pas un problème particulier avec lui. Nous luttons pour ce qu'il incarne. Et le monde entier est en train de voir leur déchéance. C'est ce que vous appelez la fin de la France-Afrique. M. Ouattara, ce n'est pas la France-Afrique. C'est justement la France-Afrique. La France-Afrique, c'est quoi? Ce ne sont pas les Illuminati. Le patron de la France-Afrique, ce n'est pas Rothschild. Ce n'est pas Rothschild. C'est lui. Vous voyez la pyramide, non? C'est ce mouvement-là que Gbagbo incarne. C'est ce mouvement qui, aujourd'hui, connaît un instant mémorable à Abidjan, avec le retour du grand homme. J'ai indiqué quelque part que pour moi, Gbagbo est supérieur à Mandela. Mandela, c'est un grand homme. Je le respecte, il a fait 25 ans de prison. Ce n'est pas donné. Mais, nous savons comment les négociations qui ont conduit à sa libération nous ont conduit à une reproduction de l'apartheid en un néo-apartheid que tout le monde voit en Afrique du Sud et qui est contre les intérêts du continent. Et les ennemis de l'Afrique ont porté Mandela, l'ont divinisé pour nous dire voilà le modèle à suivre. On a tout compris. Mais, premier argument qui m'amène à dire que pour moi, Gbagbo est supérieur à Mandela, c'est que, normalement, si Nelson Mandela et l'ANC avaient bien négocié la sortie, n'est-ce pas, la fin de l'apartheid, il n'y aurait pas, Gbagbo ne serait pas là à la Cour pénale. C'est-à-dire que les Occidentaux ont compris que ne faisons plus jamais ça en Afrique. Mais vous voyez que, après Mandela et tout ce qu'il a fait, mais ils sont encore devenus plus forts, plus arrogants, au point de nous fabriquer un Ouattara et les événements qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Deuxième argument. Pourquoi on ne célèbre pas Gbagbo? Pourquoi on a célébré autant Mandela? Pourquoi l'Occident a porté Mandela si haut? Et pourquoi on veut faire? Pourquoi les Occidentaux font comme si l'événement du monde là, actuellement là, c'est la libération de cet homme. Or, c'est la coalition internationale, c'est le gang international, le même gang qui a créé l'apartheid. Parce que l'apartheid, c'est Cecil Rhodes, et le patron de Cecil Rhodes s'appelle Rothschild. La communauté internationale a pour président Rothschild, les 13 familles. Ce sont elles qui se sont coalisées pour aller détruire la Côte d'Ivoire et prendre la Côte d'Ivoire confisquée et mettre dans leur poche jusqu'à présent. Gbagbo les a vaincus. Sans négociation. Il les a vaincus sans négociation, M. Ngoz. Mais sinon, cette communauté internationale autoproclamée célébrait les vrais héros, sans sélectionner ceux qui les arrangent, mais Gbagbo serait porté au pinacle mondial aujourd'hui, vrai ou faux. C'est l'ONU qui l'aurait reçu. Pour dire que nous, ONU, nous avons trahi notre charte. Nous sommes l'organisation criminelle. Et la Cour pénale a dit que nous avons pris fait et cause pour des rebelles. Nous les avons armés, nous avons fait la guerre avec eux contre toi. La Cour pénale, que nous on parle en tant qu'ONU, t'as innocenté, viens ici, en tant qu'instance de peuple civilisé, des gens normaux, humanisés. On te redonne les honneurs que tu mérites. Où est l'ONU? Son secrétaire général, où est l'ONU? Où est Choi? Bandit Choi, il est où? Le voleur, le bandit. Où est Choi? Où est Choi, monsieur Ngoz? Où est le FMI, la Banque mondiale? Qui ont fait l'embargo économique sur la Côte d'Ivoire? Où est le Vatican? Qui a béni l'embargo sur les médicaments pour tuer les Ivoiriens? Où est l'Union européenne? Organisation criminelle. Où est l'Union européenne, monsieur Ngoz? Bon, je ne parle pas de l'Union africaine. Je vais dire que c'est une institution vaurienne. Je ne parle pas de la CEDEAO. Institution vaurienne.
avec son médiateur qui a vendu son pays, le Nigeria, et qui joue au faux médiateur parce qu'il veut revenir en politique dans son pays. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? Vous ne comprenez pas que le président Gbagbo n'est pas de ce monde-là et qu'il est plus que, comment on dit ça, quelque chose cale à la gorge là. Quelque chose te cale à la gorge, tu ne peux pas manger. Tu ne peux plus avaler. C'est calé, c'est-à-dire un os qui est calé à la gorge. Parlons comme ça. Du système international. Et ils sont dépassés, ils ne peuvent rien. Il les a dépassés. Voilà pourquoi ils veulent minimiser l'événement. Pour nous faire croire que non, il est moins important que par exemple Mandela, dont la sortie a été hyper médiatisée, célébrée partout, M. Ngos. Donc, ce que nous célébrons ce matin, c'est oui, c'est la fin de la France-Afrique. Mais à travers la France-Afrique, c'est la fin du système mondial qui tient le monde. C'est la fin du système international qui tient le monde. C'est la défaite du FMI, de la Banque mondiale. C'est la défaite de l'ONU. C'est la défaite de tout ce système international, n'est-ce pas, qui pendant pratiquement des siècles, n'est-ce pas, a tenu le monde. Et nous a enfermés dans un modèle satanique et criminel. Nous sommes là ce matin pour célébrer la fin, mais aussi pour penser l'alternative. Pour penser justement à l'alternative, et nous aurons l'occasion justement d'avoir nos téléspectateurs au téléphone dans quelques minutes. Pour l'heure, je me tourne vers vous, Albert Anatola, ici, là-bas également. Oui, c'est une nouveauté parce que c'est une journée, pas comme les autres, historique. Nous irons jusqu'à 10 h, nous aurons justement nos téléspectateurs en ligne, qu'ils donnent également leur avis pour le retour de Laurent Gbagbo. Albert Anatola, ici du côté d'Abidjan, nous fait également savoir que là-bas, une grève des stations-service et surtout des stations de carburant est planifiée par les autorités d'Abidjan pour ce 17 juin 2021. Tout ça pour perturber l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Écoutez... Je vous donne les dernières informations. Non, j'y arrive. Écoutez, je voudrais revenir sur certains éléments de la thématique, c'est-à-dire la France-Afrique et ses avatars, pour que ce soit un peu plus compréhensible par les téléspectateurs qui nous regardent. C'est quoi la France-Afrique? Parce que tout le monde en parle, mais très peu comprennent ce que c'est que la France-Afrique. Qui a porté ou bien qui a créé cette France-Afrique? La France-Afrique, c'est une idée ingénieuse co-créée par Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle. Au départ, l'objectif de la France-Afrique, c'était d'avoir une sorte de relation apaisée entre la France et ses anciennes colonies, une sorte d'État france-africain, parlons comme ça, oui, avec ancré sur une sorte d'idéologie d'indépendance, à la fois d'indépendance et d'inter-indépendance. Mais sauf que, avec le temps, la France-Afrique est devenue une laideur, n'est-ce pas? Une horreur, un désastre, à la fois culturel, politique, moral, économique, et tout ce que vous pouvez imaginer autour. C'est devenu un enchevêtrement de corruption. C'est la France-Afrique parce que vous allez constater qu'à un moment donné, l'autographe de la France-Afrique a subi des glissements. De la France-Afrique, vous avez eu France-Afrique parce que c'est devenu un laboratoire de transfert de fonds, n'est-ce pas, avec beaucoup de scandales, vous vous rappelez du fameux scandale F, entre autres, hein, parce qu'il y a plusieurs scandales comme ça que la France-Afrique a créé sur le continent africain, avec un visage un peu lustré, c'est-à-dire l'interventionnisme, c'est-à-dire le paternalisme, le clientélisme, et surtout ces fameux accords de coopération, les accords de défense, les accords économiques, et tout ce que cela comprend. Et lorsque nous faisons justement le bilan de la France-Afrique sur le continent africain, vous convenez avec moi que c'est un truc absolument à démanteler. Oui. Pas seulement parce que c'est pas seulement sur le continent africain, notamment au niveau de l'Afrique francophone, mais également au niveau de la France, parce que c'est la France qui porte cette affaire-là. Vous conviendrez avec moi que s'il faut attendre que ce soit Paris, ça ne marchera jamais parce que tous ont pris engagement. Rappelez-vous, le 28 novembre 2017, M. Macron a déclaré officiellement lors de sa visite à Burkina Faso à Ouagadougou qu'il n'y aura plus
n'est-ce pas, de politique africaine de la France. Bon, alors, nous sommes en 2021. Est-ce qu'il n'existe plus une politique africaine de la France? Lorsque je nous pose la question, ça veut dire que vous avez la réponse. Oui. C'est-à-dire, relativement aux déclarations de M. Macron, le 28 novembre 2017, à Ouagadougou, il a déclaré, je cite, il n'y aura plus de politique africaine de la France. Bon, est-ce que vous avez le sentiment qu'entre ce qui se passe, avec ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe en Centrafrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique africaine de la France? Il fait le pays même. Donc, lorsque nous avons dit ça, j'ai envie de rêver qu'avec le retour de Laurent Gbagbo, c'est le début de la fin de la France-Afrique. Et je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est allé, qu'on lui a fait, que les chars français sont allés, ont attenté à sa vie, parce qu'il faut le dire, pas seulement le déloger le président Banakane, ont attenté à sa vie. C'est ça qui s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Et ça, de mon point de vue, c'est une affaire qui ne doit pas passer en perte de profit. Si nous avons des juristes sérieux sur ce continent, nous avons une société civile sérieuse, des leaders d'opinion sérieux, c'est une affaire qui doit être suivie parce que les acteurs de cette tentative d'assassinat sont encore vivants. Au rang desquels Ouattara, Sarkozy, Choi et les autres. Jean Ping, à l'époque, il présidait au destiné de la Commission africaine. Donc, il est important que cette part ne soit pas du tout, ça ne doit pas être effacé. La jeunesse qui nous suit ce matin doit pouvoir retenir cela. Ça, c'est important. C'est-à-dire la jeunesse qui demain va être soit acteur ou témoin, ou encore peut-être qui doit écrire cette histoire-là, ne doit pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative d'assassinat de Laurent Gbagbo en 2010 par les chars français. Oui. Ça faut le dire. Comme je dis cela, maintenant je reviens à votre question. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Ils ont, et si vous l'avez dit d'ailleurs, ils ont voulu justement réduire le retour de M. Laurent Gbagbo à une sorte de retour d'un malfrat qui entre chez lui par la fenêtre. Mais M. Gbagbo n'est pas un malfrat. Ils ont voulu que M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire selon leur casting. Non, c'est pas comme ça. Un personnage, j'ai dit un patrimoine comme Laurent Gbagbo, il ne peut pas retourner sur la télé de ses ancêtres comme un intrus. Ils ont convoqué, nous avons fait un débat là-dessus, où je vous ai justement indiqué les conditionnalités qui ont été opposées justement au camp Gbagbo qui s'activait dans le cadre préparatif lié à ce retour. Ils l'ont opposé, non, il doit rentrer en Côte d'Ivoire en catimini. Et quand il arrive en Côte d'Ivoire, il doit s'exclure de la scène politique. Et puis, ils ne veulent pas d'un retour triomphal populaire, non. À la rigueur, il peut être entouré des plus proches, de ses plus proches, des membres de sa famille et des cadres du Front populaire ivoirien, point. Zéro, n'est-ce pas, déploiement populaire. Mais ce n'était pas possible. C'était clair justement un instant. Et puisque, lorsque vous suivez les euphotistes, les néo-euphotistes, qui sont opposistes, eh bien, parce que lorsque je le dis, lorsque vous êtes euphotistes, c'est-à-dire que héritier, n'est-ce pas, d'un patrimoine, vous en prenez soin. Lorsque aujourd'hui vous regardez la vie de Yamoussoukro, est-ce qu'on en a pris soin? Pas du tout, Albert Anatole, ici. D'ailleurs, il y a un gros problème aujourd'hui de discussion de capital entre Abidjan et surtout Yamoussoukro. Ça se discute de ce côté-là. Non, je veux donc dire que ce qui se revendique dans le fautisme, est-ce qu'ils ont pris soin de ce patrimoine-là qui est visible? Je ne parle pas du patrimoine politique. Je parle du patrimoine visible, le patrimoine immobilier, le patrimoine culturel, social et tout ce que cela comporte. Est-ce qu'ils en ont pris soin? Eux qui se revendiquent, ce sont des imposteurs, il ne faut pas le faire. Donc, alors, ils ont abandonné la basilique, hein, vous êtes. J'ai dit que lorsque vous revendiquez héritier de quelqu'un, vous prenez soin de son héritage. Donc, ils sont tous sur des héritiers. Ce sont des imposteurs. Donc, quand je dis cela,
je pense que Assou Adou, et il a dit c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il a donné, il a dit à ses partisans, j'ai dit aux militants du Front populaire ivoirien, aux sympathisants du Front populaire ivoirien, et à tous les autres qui sont sympathisants, soit directement du Front populaire ivoirien, ou bien les amis du président Gbagbo, de ne pas céder à la provocation, parce qu'ils savent qu'il y aura de la provocation. Que le camp d'en face va créer des incidents, justement pour tenter de diluer cet événement majeur. Et par la suite, créer et dire que non, on vous a dit que ce n'était pas possible d'assurer la sécurité de cet appel-là parce que vous avez organisé vos choses sans nous associer. Mais à quel titre devrait-on associer le RHTP dans les affaires du Front populaire ivoirien? C'est la question majeure. À quel titre on devrait associer le RHDP dans les affaires internes du Front populaire ivoirien? C'est absolument pas possible. Mais en tant qu'ancien président de la Côte d'Ivoire, ça, c'est pas négociable. On doit affecter au président Gbagbo un service de sécurité choisi par ses soins. Et pas au soins de ses collaborateurs, des gens qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Ça ne doit pas être un service de sécurité qui est choisi par les ennemis d'en face, pas des criminels, je veux dire des truands. Pourtant, c'est le dernier caprice d'Alassane Dramane Ouattara qui a pris sur lui d'offrir, il faut le dire comme ça, ses services de sécurité à Laurent Gbagbo. Non, je suis en train de dire ceci. C'est le président Laurent Gbagbo qui doit choisir qui doit être affecté à sa sécurité personnelle. Et il a droit, ça c'est pas négociable, parce que je crois que c'est inscrit à la Constitution ivoirienne. C'est vrai que là-bas on ne respecte pas la Constitution. On n'a jamais respecté la Constitution. Ça c'est vrai. Mais pour une fois, s'ils peuvent être honnêtes envers eux-mêmes, j'allais dire logiques envers eux-mêmes, même s'ils ne sont pas logiques, il faut quand même qu'ils respectent au moins ce qui est contenu dans la loi fondamentale. Merci Albert Anatole. Je vais me retourner justement vers le docteur Jean-René Douma pour lui reposer la même question. Jusqu'à preuve de contraire, le dernier caprice jusqu'à hier soir d'Alassane Dramane Ouattara, c'était d'affecter justement un service de sécurité pour sécuriser l'arrivée de Laurent Gbagbo, pour le sécuriser lui-même, parce que là-bas du côté d'Abidjan, on déclare haut et fort, on veut à tout prix le sécuriser pour que rien ne lui arrive. Est-ce que, jusqu'à preuve de contraire, ce ne serait pas une autre entourloupe pour trouver encore un autre moyen de dire que quelque chose s'est fait? Ou alors quelque chose sera en préparation? Je vais continuer dans le sens du développement, du brillant développement de 3A. Parce que lorsque nous parlons de la France-Afrique et de ses avatars, c'est sûr qu'il y a de millions d'Africains qui n'ont toujours pas saisi la portée, n'est-ce pas, de ce que c'est que la France-Afrique en termes de dégâts, en termes on va dire quoi, désastre. Les mots ne sont même pas suffisamment forts pour exprimer ce que je ressens. La France-Afrique, il faut qu'on en reparle pour que la position, le rôle, l'espoir qui est lié à un personnage comme le président Laurent Gbagbo soit suffisamment bien compris. Et que lorsqu'on parle de sa sécurité, que ce soit une question qui soit une question liée à sa vie et à l'avenir de l'Afrique. Et c'est pour ça que je voudrais, avec votre permission, revenir sur quelques aspects liés à la France-Afrique. La France-Afrique, c'est quoi? C'est d'abord les assassinats qui ont été recensés, les assassinats des chefs d'État qui ont été recensés depuis les indépendances factistes. Et ces assassinats qui sont des faits, des chefs d'État qui au départ avaient été dans la posture du bon élève de Paris, de la France, des chefs d'État qui étaient ce que nous qualifions de sous-préfets de la France dans des pays africains et qui à un moment donné ont voulu monter des velléités de ne plus être tout à fait dociles et qui ont été chaque fois assassinés. Ça, c'est la France-Afrique. Il faut rappeler ça aux Africains. Lorsque nous parlons de la France-Afrique, c'est encore un certain nombre de chefs d'État qui continuent de jouer ce rôle macabre, ce rôle nauséabond, ce rôle destructeur de l'Afrique, alors qu'ils sont supposés être des Africains. La France-Afrique, ce sont des bases militaires françaises et étrangères dans différents pays d'Afrique.
des bases militaires qui symbolisent une annexion territoriale, géographique. Parce que quand vous avez une base militaire ou deux dans votre pays, une base militaire étrangère, vous pensez que cette présence-là, elle est là pour renforcer la sécurité de l'État en question? Ben non, parce que chaque État devrait être plus conscient et plus responsable de sa sécurité par rapport à un étranger. Et on parle d'État, évidemment, on peut faire un rapprochement avec un personnage exceptionnel comme le président Laurent Gbagbo. Alors, donc, les bases militaires, et c'est pour ça que nous disons, il faut qu'elles dégagent. Oui. Les avatars, c'est d'annoncer, par exemple, comme récemment, le président Macron annonce que l'opération Barkhane est finie, et en même temps... on veut dissoudre l'opération Barkhane dans Takuba. Une forme, l'avatar de l'opération qui va donc devenir autre chose. Donc, voilà la France-Afrique. La France-Afrique, c'est également un certain héritage, entre guillemets, parce que je ne considère pas que ce soit un héritage. Trois a bien relevé ce que c'est qu'un héritage. Donc, sur le plan économique, je fais une parenthèse. Vous savez que moi, j'ai fait tout mon circuit, mon cursus académique en Allemagne. Oui. Tout le cycle d'ingénieur et ma thèse, je l'ai faite en Allemagne. J'ai travaillé là-bas beaucoup d'années. Et après le cycle d'ingénieur, j'ai pris attache avec l'entreprise Volkswagen, que vous connaissez bien. C'était à Wolfsburg, avec deux autres Camerounais, on s'était entendu, parce qu'on voulait représenter la marque au niveau du Cameroun. Nous avons eu des séances de travail avec des Allemands, qui sont de hauts responsables de Volkswagen, et au sortir de la séance de travail, on pouvait retenir qu'il faut rentrer en contact avec un certain monsieur Romano, français, basé à Libreville à l'époque. Mais j'ai demandé à l'un des dirigeants, mais comment, moi j'ai étudié en Allemagne, nous voulons représenter des marques de véhicules allemands, etc. Du côté du Cameroun. Et vous nous envoyez rencontrer un Français. Donc, il n'a pas pu m'expliquer pourquoi. Il a simplement dit que c'est ce Français qui avait eu des droits de représentation dans la zone. Dans les accords coloniaux, il faut passer par la France si vous voulez faire venir quelqu'un d'autre. C'est terrible. J'ai récité d'ailleurs ces accords coloniaux ici. Je pense qu'il faudrait que je revienne avec. Je peux donner des exemples comme ça, même sur le plan national, au Cameroun, des entreprises supposées être camerounaises que moi j'ai approchées pour un certain nombre de choses, mais j'ai été scandalisé de voir que pour entrer dans une entreprise, il y a une ligne franche. C'est-à-dire que l'entreprise n'appartient même pas au Cameroun en tant que telle, sur le plan fiscal, douanier, etc. Donc, voilà, vraiment en quelques mots, ce que la France-Afrique fait chez nous. J'ajoute dans votre mot-là, il faut dire qu'il y a une Camerounaise qui était porteuse, n'est-ce pas, d'un projet d'assemblée de voitures au Cameroun qui est marié à un Allemand. Quand le projet a commencé à appliquer, l'ambassadeur de la France au Cameroun a fait des cartes fer pour bloquer le projet. Vous voyez. Donc, la France représente donc, dans le Conseil France-Afrique, représente l'Afrique aux yeux de tous les autres pays du monde. Oui. Mais c'est ce que ça veut dire. Hein? Donc, vous voulez acheter une voiture de marque allemande, vous allez chez un concessionnaire français. Vous voulez acheter une voiture de marque japonaise, c'est un concessionnaire français qui vous vend la voiture, etc. Ça veut dire que sans vous couper, c'est un complot en bonne et due forme. Les Allemands sont dans le complot. Tous ces pays sont dans le complot. Tout à fait, président. Tout à fait, président. La face visible de l'iceberg et celui qui s'entête, le pays, c'est que la France a accepté de jouer ce mauvais rôle. Et c'est pour ça qu'on va détruire ce pays-là dans nos pays, la présence de ce pays-là dans nos pays. On n'a rien contre les Français, nous l'avons souvent dit. Il s'agit du politique français, il s'agit de l'État français et sa politique pour les pays africains qui ne doivent pas évoluer. Nous avons parlé du franc CFA. Bon sang, ce papier hygiénique qu'on nous colle davantage au dos, avec lequel on ne peut pas se développer. Ça a été démontré par beaucoup de spécialistes sur des plateaux et hors des plateaux, parce qu'il y en a qui n'ont pas la possibilité d'arriver sur un plateau pour exprimer leur point de vue, mais qui font des travaux qui vont dans le sens... Ouattara et Macky Sall disent que c'est très bonne monnaie. Oui, très bonne monnaie. Donc,
la France-Afrique... Merci, monsieur, tout le monde le sait. Hein. Sur mais c'est terminé, sur le plan culturel, la France-Afrique, c'est quoi? C'est que de plus en plus, nous avons constaté que nous nous sommes éloignés de nos cultures au profit des cultures occidentales. Les langues, par exemple, nous en avons plus de 200. Mais nous parlons le français et l'anglais, surtout. N'oubliez pas qu'il y a le chinois, le japonais, le chinois, qui sont également là déjà. Hein. Qui commencent à arriver. Et l'allemand qui enseigne également. Voilà. Mais c'est quand même... L'espagnol, bon. Le latin. Le latin. Donc, vous voyez que il y a énormément de choses qui justifient que nous ne puissions pas parler du président Laurent Gbagbo, de son retour glorieux, triomphal, de sa sécurité, sans évoquer juste ces quelques aspects qui prouvent que nous sommes plombés, nos États sont plombés, et on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler d'émergence, on ne peut pas parler de développement, parce que sur le plan national, il y a des instruments qui ont été mis en place, y compris la corruption. La corruption vient toujours du concept de la France-Afrique. Cette corruption-là, y compris les soi-disant... c'est les mallettes. Voilà. Alors, y compris les ONG, ces ONG qui se révèlent simplement quand il s'agit des actions qui portent sur la protection des intérêts de nos États ou de nos citoyens. En ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des ONG. Lorsqu'il y a des cas... comme par exemple la disparition ce matin, vous avez annoncé là, quand je... De 6 délégués régionaux du côté de Diam. Vous n'entendrez pas l'ONG se lever et demander pourquoi est-ce qu'on peut kidnapper 6 délégués régionaux. Alors, donc ce sont toujours des instruments qui ont été mis en place par la France-Afrique pour donner l'impression que, évidemment, les choses avancent, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes très contents qu'il y ait des personnages comme le président Laurent Gbagbo, qui se distingue, qui a souffert de ses positions, qui sont des positions humanistes, qui sont des positions patriotiques, panafricanistes, et qui dit, si je suis chef d'État de mon pays, il faut d'abord que je travaille pour mon peuple, pour mon pays. Et que vous ne pouvez pas m'imposer de signer des accords où vous dites que vous aurez 80% des richesses de tout mon pays, et puis j'aurai individuellement 10%, et les autres 10%, vous allez décider de ce qu'on en fait. Donc, il faut que ça s'arrête. Et donc, le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire joue un rôle extrêmement important en Afrique. Vous le savez très bien. Son retour, non seulement est un espoir indescriptible pour les Ivoiriens et les Africains en général, mais ne peut pas être une fin de son parcours. Son retour doit être un début d'une nouvelle phase. Et c'est là, c'est-à-dire le début de la fin de la France-Afrique. Comme vous êtes souvent inspiré par le choix de vos thèmes. Vraiment le début de la fin de cette France-Afrique-là, à partir de la Côte d'Ivoire, et qui va faire tache d'huile progressivement sur tout le continent. Et là, sa sécurité joue un rôle essentiel. Et j'interpelle le président Ouattara. Non. Parce que il a organisé une élection, il a gagné l'élection, on a proclamé qu'il est président. Donc, je respecte ça. On ne va pas rentrer dans ces éléments-là. Je l'interpelle pour que davantage qu'il puisse continuer de poser quelques actes qui corroborent avec la posture paisible, avec la posture de la réconciliation. Il faut que le président Laurent Gbagbo choisisse les agents pour sa sécurité. C'est la moindre des choses. Écoutez, vous ne pouvez pas m'affecter les agents de sécurité en qui je n'ai pas confiance, je ne les connais pas, etc. Donc ça, c'est la moindre des choses, que le président Laurent Gbagbo lui-même choisisse des agents de sa sécurité, de sa garde rapprochée, parce que ça c'est le b.a.-ba, et que comme nous l'avons dit ici, et les événements le témoignent davantage, que le président Ouattara sache que lui, en tant qu'être humain, ne peut rien contre la dynamique qui a été déclenchée depuis des décennies. Et il voit de plus en plus
qui ne peut véritablement rien. Donc, ces microbes, ces agents de sécurité et tout, il faut qu'ils les dégagent loin du président Laurent Gbagbo, afin que, si le président Laurent Gbagbo a même la fièvre, qu'on n'impute pas cette fièvre-là sur ces microbes et ces agents de sécurité. Restons justement pour parler de sécurité de Laurent Gbagbo. Déjà, depuis hier, il y a également une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux qui nous fait penser que, on déclare d'ailleurs que si Gbagbo passe par le pavillon présidentiel, il va mourir dans 2 semaines précisément. Que pensez-vous justement de ces vidéos qui ressortent justement pour nous faire comprendre que le président Laurent Gbagbo ne sera pas en sécurité et qu'il pourrait mourir dans les 2 semaines à venir? Monsieur Jocelyn Goss, laissez-moi terminer où Monsieur Ndouma a commencé. Vous demandez à un chien de changer sa façon de s'asseoir. Vous demandez à un caïman, un morceau de bois qui a fait durer dans l'eau de devenir caïman comment? Monsieur Ouattara ne peut pas changer. C'est comme si vous allez évangéliser le diable. Que donne ta vie à Jésus? Alors que le plus grand combat du diable actuellement, c'est de faire effacer Jésus. C'est d'enlever Jésus du système. Et c'est ce diable-là aujourd'hui qui inspire cette France-Afrique, qui a inspiré cette France-Afrique, qui a inspiré le nouvel ordre mondial, qui a inspiré les 13 familles, qui a inspiré toute cette organisation, que ce soit FMI, Banque mondiale et tout le reste. C'est ce diable-là qui les inspire. Donc vous n'allez pas aller évangéliser au diable de changer ses postures, ses méthodes. Pour répondre à votre question, monsieur Jocelyn Goss, pavillon, même s'ils ont mis ça dans le palais d'Abidjan là, peu importe où ils ont mis la fiole, ils ont distribué ça partout. Vous savez combien de... Quelqu'un me posait d'ailleurs la question de savoir est-ce que les badges chez le pavillon présidentiel ne sont pas fiolés? J'ai dit, vous savez ce qui s'est passé à Korogo quand on a arrêté le président Gbagbo pour l'amener à Korogo? Poisonné. Jour pour jour, on l'a empoisonné. Jour pour jour. Mais il est sorti de là-bas, même pas une égratignure. Quelqu'un se posait la question, est-ce que Gbagbo est humain ou bien c'est un esprit? Parce qu'au vu de tout ce qu'il a traversé, c'est pas croyable. Donc, les manigances démoniaques et sataniques de ceux qui sont à Abidjan là ne peuvent rien contre Laurent Gbagbo. Ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai préparé des écritures pour cela, parce qu'il faut que les gens comprennent. Ésaïe 53, le verset 1, à partir du verset 1. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le verset 2 dit: il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Gbagbo est un homme qui était habitué à la souffrance. Il a dit lui-même. C'est-à-dire, du commencement de sa vie jusqu'à maintenant, il n'a fait que souffrir. Il a dit lui-même. Donc, aujourd'hui, cette portion de l'écriture est en train de s'accomplir. Donc, rien ne peut contre la vie. C'est pour ça qu'il faut comprendre la lutte. C'est pour ça que j'avais cité Ephésiens 12, je crois c'était Ephésiens 6, le verset 12 ici. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits, les principautés. Et c'est ces principautés démoniaques qui sont installées au FMI, à la Banque mondiale. Ces principautés démoniaques qui sont installées actuellement en Côte d'Ivoire et tout le reste là. C'est contre ces principautés que nous luttons. Contre ces esprits méchants. Parce que M. Ouattara est possédé d'un esprit méchant. Il est méchant dès la base, dès le commencement. Mais monsieur Aïe, si vous vous étonnez comment les oufouettistes ont abandonné l'héritage de celui qu'ils disent être les héritiers, parce qu'en réalité, ils ne sont pas ces héritiers. C'est le principe même de leur système. Donc, si vous dites que vous êtes héritier de quelqu'un, vous devez préserver son héritage. Yamoussoukro est devenu quoi? Abandonné. Ah oui. Ouattara a encore fait culte à la basilique de Yamoussoukro depuis, ou bien ses partisans. Ils sont allés là-bas alors que c'était l'une des plus grandes fiertés de Houphouët-Boigny d'avoir construit cette cathédrale. Une basilique. Une basilique.
Donc, vous comprenez qu'en réalité, ces soi-disant oufouettistes ne sont pas en réalité des oufouettistes. Et quand vous parlez de l'héritage de la France-Afrique, mais vous avez oublié un aspect, le pacte sodomique. Il faut le rappeler au quotidien. La France-Afrique, c'était le pacte sodomique. On est dans le joulatisme là, finalement. Le joulatisme fait partie de la France-Afrique. Vous revenez là-dessus à tous les coups. C'est la base. La matrice. Vous ne comprenez pas que tout est spirituel et pour que vous puissiez être des enfants obéissants, il fallait vous soumettre. L'esprit de domination. C'est pour ça que nous parlons de domination, de l'esprit de domination des principautés. Il faut établir cette principauté sodomique au milieu des leaders africains, au niveau de l'élite, pour les tenir en captivité. Et c'est le travail des loges démoniaques et sataniques. C'est le travail des Rose-Croix, franc-maçonnerie, Eboka et Singang et tout le reste vaudou et tout le reste là. C'est ce pacte-là qu'on introduit là-bas. Comme vous dites, il faut un pacte de sang. Tout ce que vous voyez, le massacre que vous avez vu en Côte d'Ivoire, n'était pas simplement parce qu'il fallait chasser le président Laurent Gbagbo. Non, c'était un rituel à Mondio Vision où il fallait boire du sang. Donc il faut que les Africains se lèvent et comprennent où la logique du combat et ce que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui représente. Il n'est pas seulement, Ouattara c'est le plus petit niveau. Je dis bien le système ouattariste est le plus bas niveau du combat du président Laurent Gbagbo. Je dis le plus petit niveau. Donc la dimension où le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas la dimension de Ouattara, non, c'est la dimension planétaire mondiale. C'est pour ça qu'ils font tout pour mépriser l'événement. Pour que les Africains ne comprennent pas que l'heure de leur libération est arrivée. Que l'heure de leur liberté totale est arrivée. Parce que quand vous suivez tous les combats de monsieur, le président Laurent Gbagbo, les combats c'est contre. Quand vous regardez, son combat c'est basé sur quoi? Sur la dignité. La dignité humaine. Que non, vous n'allez plus traiter des chefs d'État comme vous traitez comme les autres. La preuve en est, la plupart des chefs d'État commencent à comprendre aujourd'hui. Kagame a été reçu par un ministre en France. Quand Macron est arrivé au Rwanda, il a fait recevoir Macron. C'est déjà une émancipation. Ça veut dire que le combat en train de porter ses fruits. Nous avons vu, oui, monsieur. On a vu le président Laurent Kabila faire la même chose à Hollande. Vous voyez que il y a une révolution qui entre la dignité. Mais le président Gbagbo le dit dans son discours, il dit, mais attendez, il faut aussi qu'on nous respecte en tant qu'humains. Nous avons connu tous les problèmes du monde. La colonisation, la traite négrière, on a connu tout genre de souffrance. Mais c'est au-delà même de la souffrance du peuple juif. Hein? Parce qu'eux, ils ont eu un instant. Mais on minimise justement la souffrance du noir. Il faut également le préciser. Du peuple noir. On ne veut pas parler d'un autre génocide en dehors du normal que les noirs souffrent. Donc vous comprenez que le combat de la dignité de l'homme noir, que nous sommes des êtres humains à part entière. Nous n'avons pas... mais attends, le même sang qui coule ici dans mes veines là, c'est le même sang qui coule dans le sang de Macron. Bon, malgré que lui, il est jupitérien, je ne sais pas, il sort de d'une autre planète, mais nous sommes quand même d'abord des êtres humains. Et ces êtres humains-là, nous avons le même sang. Composé de la même façon, les globules rouges, blancs et tout le reste. Donc, nous avons le même sang. Donc, aujourd'hui, c'est ce combat de la dignité-là. Et on vient de gagner le combat de la dignité. Parce que le retour du président Laurent Gbagbo est une affirmation que l'homme noir vient de gagner. Merci. Le combat de la dignité et de sa souveraineté. Donc, tout ce qui va se faire aujourd'hui, et je pense, en concluant mon propos, en disant que ce qui va se passer à Abidjan, Alassane Ouattara a fui. Il n'est pas à Abidjan. Il faut le rappeler. Sa femme n'est pas à Abidjan. Selon les dernières informations, ils ne sont pas tous à Abidjan. Donc, comme c'est ici, ils ont fui. Tant mieux. Parce que le président Laurent Gbagbo vient reprendre son palais. Ce n'est pas les... Mais les tribunaux, tout ce qu'on tourne là, la restauration de la Côte d'Ivoire est une... L'arrivée du président Laurent Gbagbo est une restauration de la Côte d'Ivoire. Et cette restauration, c'est la restauration de toute l'Afrique. Merci, André Kissefangan. Pour l'instant, on n'a pas encore ce genre d'informations, mais on est en train de chercher à savoir jusqu'où on est en train de partir. Avant de donner la parole à nos téléspectateurs, hein, vous pourrez également nous appeler dans un instant. Non, pas du tout. Il n'est pas Abidjan. Dans un instant, le numéro de téléphone va s'afficher au bas de vos écrans. Vous nous appellerez pour donner votre réaction. Avant de prendre la téléspectateur, président Badakani, je vous poserai d'ailleurs une question, elle est simple. Est-ce que Alassane Draman Ouattara se verra représenter au retour de Laurent Gbagbo? Je vous le dis comme... On commence déjà à nous appeler. Hein.
Vous voulez pas les appels? Allons-y d'abord. Finissons avec vous. Donc, je vous ai dit que on m'a posé la question hier. J'étais invité dans un média par téléphone. Oui. Et je vous ai dit ce que j'aurais fait s'il était à sa place. Mais il ne peut pas le faire. Il ne peut même pas se faire représenter pour accueillir... Les membres du gouvernement qui seront représentés, ça, de moi, ce que j'ai entendu, j'ai suivi dans les médias. Non, c'est pas le gouvernement qu'il faut envoyer là-bas. C'est pas... Oui. C'est la dimension. Bon, et puis, c'est même normal. Nous ne pouvons pas en même temps dire que Ouattara n'est pas au niveau de Barbeau et vouloir qu'il soit représenté. Merci, messieurs. Oui, c'est-à-dire que... C'est pas important. On va revenir avec vous dans un instant. Permettez-moi de prendre déjà les appels parce que les appels nous viennent directement de la Côte d'Ivoire. Au téléphone, bonjour. Au téléphone, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est M. Joël Kwasi-Nzan. Vous nous appelez d'où? De la Côte d'Ivoire. Oui, merci, on vous écoute. Bon, nous suivons beaucoup cette chaîne DBS et nous bénissons vraiment le nom de l'Éternel pour cette chaîne. Nous allons souhaiter que toute l'Afrique regarde cette chaîne parce que les Africains dans leur majorité n'ont pas la véritable information. C'est dommage. Aujourd'hui, Koudou Laurent Gbagbo revient. C'est un signal fort. C'est un signal fort. L'Afrique doit comprendre. Ça fait longtemps que vous parlez, Bandakani et autres, vous parlez pour conscientiser les Africains, mais les Africains doivent comprendre que nous devons sortir de cette vie d'esclavage. Nous sommes fatigués de la France-Afrique. On ne peut pas continuer. Et Dieu a donné le sang Gbagbo, comme quelqu'un l'a dit. Quelques petits problèmes encore avec cet appelant qui nous a pas... Il a eu quelques petits problèmes pour nous appeler. En tout cas, le standard reste et demeure ouvert également pour vous qui voulez nous appeler au téléphone. Ça continue à sonner. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez de quel pays? Allô, Togo. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Baissez le volume de votre téléviseur. Comme ça, vous nous aurez facilement. Merci. Maintenant, on vous écoute. C'est bon? On y va, on vous écoute. Allô? Des problèmes avec cet appelant, nous allons prendre un autre rapidement qui nous appelle également. Au téléphone, bonjour. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Des petits problèmes justement avec les appelants de la Côte d'Ivoire. Hein. On espère les avoir rapidement. Toujours au téléphone, ça sonne. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Armand Mongan, c'est mon nom. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Douala. On vous écoute. Merci, très bonne émission. Je salue tout le panel. Je voudrais avant tout féliciter tous les avant-gardistes panafricanistes qui ont fait un cheval de bataille pour ce combat. Et c'est une immense fierté pour les Africains qui votent pour ce combat qu'on a gagné sans utiliser une seule arme. Si arme il y a eu, c'est la parole, et je voudrais à ce propos vous démontrer la puissance de la parole. Je pense qu'il est temps que les Africains comprennent qu'on ne peut pas combattre les Blancs avec les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées. Il faut qu'on revienne aux sources de notre humanité, et par la parole, nous pouvons encore engranger beaucoup de victoires. À ce titre-là, je voudrais particulièrement féliciter tous ceux qui sont sur votre plateau, qui utilisent comme arme de destruction de ce complot macabre que l'Occident a ourdi contre l'Afrique, la puissance de la parole. Je voudrais vraiment, en tant que panafricaniste,
insister sur ce logiciel que nous devons utiliser. Ne nous mettons pas en esprit que nous allons combattre les Occidentaux par les armes. Ce serait revenir à la barbarie que nous leur reprochons. Exactement. Dieu a créé l'humanité avec la parole et mettons un accent particulier sur cette parole. Elle est sacrée si davantage nous retournons à nos sources. Je crois que beaucoup ont déblayé déjà le terrain panafricaniste. Il faut seulement qu'on revienne aux essences, même aux fondamentaux qui ont été mis par les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga, la Renaissance. Et c'est un travail culturel que nous devons faire pour conscientiser davantage les Africains et croire en la puissance de la parole. J'insiste tellement que je voudrais qu'une seule fois vous me donniez l'occasion de passer sur votre émission avec le concours d'autres panélistes pour que davantage je m'appesantisse sur ce logiciel-là que je voudrais tant qu'on exploite pour affranchir et à sortir l'Afrique de ce bourbier dans lequel les autres l'ont mis. Merci en même temps, vraiment, merci beaucoup Steve Ngos, merci à vos panélistes, particulièrement Bandakani à qui il faut tirer un grand chapeau. D'autres qui l'ont précédé sur d'autres antennes que nous suivons particulièrement pour ce combat. Et c'est une victoire pour l'Afrique. Même si les autres ne veulent pas la célébrer comme il se doit, nous avons la fierté d'avoir accompli une mission divine. Merci et très bonne émission à vous. Merci et bonne journée à vous également et surtout la victoire, hein, la patrie ou la mort, nous vaincrons, nous sommes toujours là pour le combat. Au téléphone, ça sonne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Cette personne a des petits problèmes pour nous avoir. On va le reprendre plus tard en espérant que quelqu'un d'autre est au bout du fil. Au téléphone, bonjour. Oui. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, bonjour. Ouais, je m'appelle Bandakani Nkrumah Laurent Koudou-Babo. D'accord, ça commence bien. Vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire. Effectivement, je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Quelle ville? Il faut dire que je suis tellement fier de vous, monsieur le journaliste. Depuis 2009-2010, je suis à l'université de Bandakani et je suis fier d'être africain. On vous écoute, hein. Je tiens à dire merci au président Bandakani pour tout ce qu'il fait pour nous, pour l'Afrique, pour tout le combat que vous menez, en particulier vous les Camerounais. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être africains et Bandakani, soyez-en sûrs, je ne suis qu'un jeune de 30 ans, mais je suis fier, j'ai un regret pour que j'ai été à l'école. Toujours au téléphone avec nous. Fier de ce que vous avez été. Oui, nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce que vous avez été. Et effectivement, avec la parole, nous allons vaincre l'impérialisme. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci au président Bandakani. Bandakani, il faut dire, je voudrais que je t'aime. Merci à vous également de nous avoir appelés ce matin. Il s'appelle Bandakani, hein, Laurent Koudou-Babo, c'est son nom. Faut pas oublier. Au téléphone, bonjour, toujours du côté de la Côte d'Ivoire. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, on vous écoute. Comment est-ce qu'on vous appelle? Allô? Allô, bonjour, on vous écoute. Comment est-ce qu'on vous appelle? Allô? On a des petits problèmes, mais pour avoir cet appelant de la Côte d'Ivoire, on va prendre un autre rapidement. Au téléphone, bonjour. Lui ici s'en est allé. Le standard reste et demeure ouvert. C'est votre parti, c'est vous qui devez nous appeler maintenant pour donner votre avis. Quant au retour de Laurent Koudou-Babo, moto depuis la Suisse est en ligne. Bonjour. Oui, Steve. Allô, bonjour. Là, on a des problèmes, hein, de soucis avec la connexion ce matin. On espère seulement que les choses pourraient rentrer dans l'ordre. Allô, bonjour. Boycott. Oui, bonjour Steve. Bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Je salue des panélistes, en fait, déjà ce matin. Très, très bonne thématique.
Alors, moi, j'aimerais juste encore... Bon, il y a quelqu'un qui nous a dit dimanche dernier que le téléphone avait le corona. On ne sait pas si c'est le cas. On va prendre un autre appelant rapidement au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle Bassagaté Gilles, depuis le Bénin. Depuis le Bénin, on vous écoute. Je salue tout le plateau, je salue le président Banakani, je salue le pasteur, en tout cas le docteur, je salue tout le monde. Et j'apporte mon soutien ferme à l'émission depuis 2009, comme mon président l'a dit. Nous suivons cette émission. Monsieur Jocelyn Goss, l'Afrique est debout, elle est fière d'être Afrique. Vous savez, nous avons perdu des armes. Et ces armes ne sont pas morts. Ces armes vivent. Thomas Sankara, le colonel Muammar Kadhafi. Vous savez, ce monsieur, ce papa, le siège de la Banque panafricaine, et si on peut le dire ainsi, au Cameroun. Donc le Cameroun est la vitrine de l'Afrique qui doit nous réveiller. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur votre plateau. Merci à vous, du courage à vous, et que Dieu vous garde. Aucune menace ne vous atteindra. Personne ne peut toucher à la chevelure de qui que ce soit en Afrique ici qui est en train de conscientiser l'Afrique, qui est en train de vouloir éclairer l'Afrique. Donc vous êtes dans les mains bénies de Dieu. Personne, aucun mauvais rêve, aucun cauchemar. Donc abat l'impérialisme et abat l'Occident. Ils sont finis ces gens-là, ils sont enterrés. Continuez votre émission sur la grâce de Dieu. Merci et à tout à l'heure. Merci et à tout à l'heure. Justement, on va se retrouver tout à l'heure. Hein, c'est notre journée à partir de 15h. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour, monsieur Ngoss. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Ndoumbe. Oui. Moi, c'est Ndoumbe. Oui. Je suis très heureux de vous avoir ce matin et surtout avec, sur le plateau, avec mon président Banakani et monsieur Aïssi, monsieur Fanga et monsieur Douma. Vraiment, je suis très heureux. Très heureux de vous suivre tous les matins. Et j'ai dit, comme un auditeur parlait tout à l'heure, il y en a beaucoup qui vous suivent, mais qui ne peuvent pas intervenir. C'est l'Afrique en avant. Vraiment, ne vous découragez pas. Continuez. Nous sommes heureux de vous avoir. Merci encore à tout le monde. Le combat continue. Merci, président Badakani, vraiment pour toute cette force que vous nous donnez. Je suis aujourd'hui des problèmes de connexion justement avec nos téléspectateurs ce matin. Oui, bon, merci et bonne journée à tout le monde. Merci à vous également et surtout bonne journée à vous également. Au téléphone, ça continue justement à sonner. Nous allons prendre un autre appelant. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur Ahmed de Benghazi, Douala. De Benghazi, Douala. On vous écoute. Ouais. Benghazi, c'est au Bois des Singes. J'aimerais remercier le plateau, tout le panel, et je suis reconnaissant envers l'Éternel. C'est une très bonne nouvelle. La France-Afrique est finie. Ils ont perdu au Mali, ils ont perdu au Tchad. Actuellement, ils sont en train de perdre en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. J'aimerais beaucoup remercier le président Bandakani. Je le suivais depuis quand j'étais au Nigeria en études. Continuez du courage, que Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Merci à vous également. On reste au téléphone. Vous allez nous donner votre avis tout au long de cette matinée. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngoss. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, je m'appelle Eric Martial. Eric Martial nous appelle depuis quel quartier ou alors quelle ville, quel pays? Depuis Yaoundé. Depuis Yaoundé, on vous écoute. Depuis Yaoundé. Ouais, j'aimerais d'abord saluer tout le plateau. Particulièrement vous, monsieur Ngoss, pour ce travail très acharné que vous menez depuis des années.
La meilleure des choses à faire, c'est de baisser votre volume, hein, de baisser le volume de votre téléviseur. Vous nous suivrez parfaitement. Je sais que vous voulez vous écouter, mais... Je vous suis parfaitement. D'accord. On vous écoute. Sans oublier le président Badakani et M. Ploisa. Le dictateur démocratiquement élu. Voilà. Vraiment, vous abattez un travail formidable. Cet éveil de conscience, tout Africain devait prendre cela sur lui, comme on le dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, nous vous souhaitons une très bonne continuation et que Dieu continue à bénir tous ceux qui sont avec vous, même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, le docteur Beck, qui est souvent très percutant dans ses interventions. Vraiment, que la chaîne vive aussi longtemps possible pour continuer à éveiller les confiances. Merci. Merci à vous également de nous avoir appelés ce matin. On va prendre rapidement un autre appelant au téléphone. Hein, ça continue de sonner. On a déjà rappelé plus de 100 appels. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Permettez-moi s'il vous plaît, hein, baissez le volume de votre téléviseur, vous nous suivez plus facilement. Baissez le volume de votre téléviseur, vous nous suivez plus facilement. On vous écoute maintenant. C'est bon, c'est bon. On vous écoute. Vraiment, je vous suis tout. Je voudrais d'abord dire par rapport au président Barakani a dit que c'est un homme pas beau. Le président, pour le jeune, après que M. Babou est loin supérieur à Mandela. M. Mandela est une personne en prison. On a de gros problèmes à vous avoir, hein, de gros problèmes justement à vous avoir. On est vraiment désolé, mais prenez le temps justement de nous avoir et de vous placer là où il y a le réseau. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Cet appelant a quelques petits problèmes. Nous prenons un autre rapidement. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Traoré, j'appelle la France. Depuis la France, on vous écoute Traoré depuis la France. Depuis la France, ouais. Je veux dire merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites pour toute l'Afrique. Et le Cameroun, c'est un pays vraiment incroyable. Parce que depuis le début de cette lutte, on ne voit qu'à travers tout le monde entier, à travers toute l'Afrique, qu'il n'y a que le Cameroun qui a des plateaux aussi extraordinaires, des thématiques aussi. Et franchement, nous les jeunes Africains qui sont ici, on ne sait pas parce que c'est incroyable. Je dis le retour du président Laurent Gbagbo, c'est une joie pour nous, c'est une joie et nous voulons remercier beaucoup toute l'Afrique, tous les panélistes. On ne sait comment vous remercier parce que vous avez été au cœur de ce combat, du début jusqu'à la fin, c'est votre combat. Et moi, je disais à un ami, j'ai dit le Cameroun, c'est un pays il faudrait qu'un jour je visite ce pays parce que vous êtes extraordinaire. Si vous avez autant de médias dans les autres pays africains, si la jeunesse des autres pays africains se levait autant comme vous le faites jour et nuit, l'Afrique serait déjà libérée. Mais comme on dit, il n'est jamais tard. La patrie ou le pays, nous vaincrons. Merci à vous également, Traoré, depuis la France, de nous avoir appelé la patrie, l'amour, la mort, nous vaincrons et nous continuerons justement à vaincre une victoire encore aujourd'hui. Au téléphone, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, on vous écoute. Je salue tous les plateaux. Oui. Et le divin vous bénisse. Amen. Dans ce combat, c'est un combat déjà gagné. Parce que actuellement, nous voyons les anges que Allah le Tout-Puissant a descendu dans plusieurs endroits en Afrique. Par exemple en Centrafrique, au Mali et un peu plus au Tchad actuellement. Mais
Je demanderai à les grands frères Barankani et les restes de tout faire, puisque dans la spiritualité, on dit la nature a horreur de certaines insultes. Il faudra que nous faisions tout possible pour que dans nos paroles, nous insultons peu. Je vais continuer à demander à nos téléspectateurs, à ceux qui nous appellent, de baisser le volume de leur téléviseur. Vous ne pouvez pas nous appeler, vous écoutez en même temps. C'est deux mondes très différents. Vous dites deux mots, vous écoutez, à savoir si vous passez. Vous passez, ne vous inquiétez surtout pas. Hein. Vous passez. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nkos. Je vous remercie de nous accorder ce temps de pouvoir exprimer notre joie. En tant qu'Ivoirienne, en tant qu'Africaine, je vous remercie, je remercie tout le plateau. Avant de commencer, je voudrais chanter une chanson qui est dans la langue du président Gbagbo et qui est très courte et qui veut dire attendons-le avec amour. C'est Gbagbo Kunaka Ikako. Okunaka ikakule, okunaka naka naka, okunaka naka naka, DBS naka kikakuo, okunaka ikakule, okunaka naka naka, okunaka naka naka. Merci, merci, merci à vous tous. Merci pour le pain que vous avez porté, qui aujourd'hui les gens parlent des habits de camouflage. Le camouflage, vous avez porté le premier camouflage africain, voilà. Qui est le pain que vous portez aujourd'hui, monsieur le journaliste, qui est le raffia, qui est les feuilles de palmier qui sont symbolisées sur votre pain aujourd'hui, qui représente le peuple pété, qui représente le peuple de Gagnoa, de tout le peuple de l'Afrique. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur. Je voudrais remercier tous les panafricains qui ont œuvré dans l'ombre, qui ont œuvré sans cesse. Vous n'avez pas joué. Qui ont chemin en accompagnant le président Gbagbo, quand il a porté cette croix. Vous avez été les Simons de Cyrène qui ont aidé à porter cette croix. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire merci. Merci à tous les Africains. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci, merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir et à très bientôt. Toujours au téléphone. Vous tous avez un point avec mon pagne. Pas faire un complot. Hein. On apprécie. On apprécie. Au téléphone. Au téléphone, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? On remercie Dieu. Je m'appelle Ahmed depuis le Togo. Ahmed depuis le Togo, on vous écoute. Oui, c'est pour vous saluer et vous donner beaucoup de courage et vous demander un peu de courage. D'ici quelques temps, ça va aller. Et nous, on vous suit chaque matin. Et on voit tout ce que les efforts que vous déployez pour libérer cette Afrique qui est emprisonnée depuis fort longtemps. Tout ce que vous faites, nous sommes avec vous. Et je salue tout le plateau, spécialement au docteur Mbelek qui n'est pas parmi vous aujourd'hui. Et c'est un ami à moi, vraiment, je le qualifie bien, il me plaît bien la façon dont il fait ses explications. Je lui passe mes salutations du plus profond de mon cœur. Allons-nous libérer la Côte d'Ivoire. Moi aussi, je suis un Ivoirien. Les Ivoiriens qui étaient déplacés pour le Togo, les beautés ou bien les amours perdus là, je fais partie de ces gens-là. Inch'Allah, nous sommes avec vous. Merci. Merci à vous également, Ahmed. Vous êtes ivoirien, mais vous vivez du côté du Togo. Merci de nous avoir appelés ce matin. Toujours au téléphone, ça continue de sonner. C'est votre jour. Et bien sûr, nous sommes dans la victoire. Et nous célébrons avec vous. Moto depuis la Suisse revient. Bonjour. Oui, bonjour Steve. Bonjour encore de plus. Bon, moi, tout ce que je voulais juste apporter comme contribution, c'est déjà bravo pour cette émission. Je salue tous les panélistes. Mais moi, je voudrais quand même aussi dire une chose. Le titre parle de la fin de la France-Afrique. Moi, je dirais aussi quelque part, c'est la fin de la réconciliation et du dialogue. Parce que pour moi, ces deux termes
au cours des dernières années n'ont qu'amené des problèmes, n'ont que réamené des instabilités en Afrique. Pourquoi? Parce que le président Bandakani le disait justement hier, ces termes réconciliation et dialogue sont utilisés à tort et à travers. Parce que maintenant, tout le monde va se placer sur la place publique et dire oui, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on se réconcilie. Mais n'oublions pas que, par exemple, le président Touadéra s'est mis sur la table avec justement les rebelles à dialoguer. Et puis, quelques années plus tard, ces rebelles se sont retournés contre lui. Ça a été pratiquement aussi le cas au Tchad. N'en parlons plus de tout ce qui se passe au Sahel. Donc il faudrait qu'on n'oublie pas de faire attention avec ces termes de dialogue et de réconciliation parce que c'est, on va dire, une sorte de porte d'entrée pour amener justement les rebelles sur le plan politique et donc faire travailler justement tout le gang ces groupuscules qui travaillent derrière eux pour perpétuer l'instabilité justement des États au profit des multinationales et des forces extérieures. Donc c'est juste ça que moi je voulais apporter comme contribution. Je salue encore une fois tous tes panélistes. Je te souhaite une bonne journée et peut-être il faut vacciner le téléphone. Hein. Il ne va pas trop bien ce matin. Merci à vous également, Moto, depuis la Suisse. Je ne sais pas si le téléphone mérite le vaccin. Bon, on verra bien. Mais bon, si on est attaqué, c'est toujours une bonne chose. AstraZeneca, Vaxivia. Allez savoir. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Eddy, j'appelle de l'Afrique du Sud. Depuis l'Afrique du Sud, on vous écoute. Merci. Bonjour Tim Goss, je salue tout le panel. Je voudrais souhaiter un bon retour au président Laurent Gbagbo. Et à vous, monsieur Ngoz, j'ai une question. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un déplacement en Côte d'Ivoire pour accorder une interview, ou demander une interview à Laurent Gbagbo? Et deuxièmement, je veux m'adresser au président Bandakani, ça c'est mon président. Monsieur Bandakani, est-ce qu'on ne peut pas maintenant tourner tous les efforts du NNP pour lutter contre nos endocolons qui freinent les élans du panafricanisme et de la libération du Cameroun? Et troisièmement, je pense que nous devons déjà regarder nous devons prendre ce pouvoir, nous devons être aux affaires. Nous devons maintenant travailler parce que nous savons que pour que le Cameroun change, il faudrait qu'un panafricaniste soit aux affaires. Merci. Merci à DBS, merci à tout le monde. Merci à vous également de nous avoir appelés depuis la Côte d'Ivoire. Bon, s'il n'y a pas de fioul de côté de la Côte d'Ivoire, j'irai bien pour l'interview à Laurent Gbagbo. S'il m'invite, je serai là. Je vais être fiolé. Bon, si je ne suis pas fiolé. Au téléphone, bonjour. Au téléphone, bonjour. La personne ne se connecte pas. On va prendre un autre rapidement. Et c'est le dernier appelant. Hein. Nous allons prendre un tout dernier appelant. Au téléphone, bonjour. Bonjour, baissez le volume de votre téléviseur. Baissez le volume de votre téléviseur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Bonjour. Moi, je m'appelle Zidé. Vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire? Voilà, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Ouais. On vous écoute. Voilà. Au fait, moi, j'ai voulu vous remercier pour tout l'effort que vous faites vraiment pour la Côte d'Ivoire. Et sincèrement dit, pour surtout cette fête que nous fêtons en Côte d'Ivoire, le retour de notre président Laurent Gbagbo. Voilà. Et je suis content, je suis très content pour l'effort que vous faites pour nous. Vraiment, on vous assiste, vraiment toute la Côte d'Ivoire vous assiste. Et nous voyons vraiment comment et vous, les Camerounais, vous soutenez les Ivoiriens. Et nous sommes fiers vraiment. Pour l'Afrique surtout, pour ce combat que notre président Gbagbo mène. Et je sais pas, le mot me manque, quoi. Je suis tellement heureux et que je ne sais pas, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse et
continuer dans ce sens pour l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse également. Messieurs, on va s'arrêter là pour le téléphone pour ce matin, parce qu'ici, il faut attendre le téléphone. Je pense qu'il y a encore des personnes qui sont encore en train d'appeler. On passerait toute la journée ici. Mais pour l'heure, président Badakani, revenons à vous, messieurs. Je vais vous accorder 4 minutes à chacun, parce que nous allons sortir rapidement de cette autre édition de DBS Matin. On vous a posé d'ailleurs une question concernant votre parti politique. Répondez d'abord à cette question, et nous reviendrons à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Le panafricanisme, c'est une lutte contre les endocolons. Oui. C'est pas parce que on ne dit pas qu'on lutte contre les endocolons. Le panafricanisme, c'est ce que les endocolons détestent le plus, contrairement aux apparences. Contrairement aux apparences. La différence, c'est simplement que nous luttons contre les causes fondamentales. Une fois que c'est réglé, les effets disparaissent d'elles-mêmes. Oui. Celui qui fabrique les endocolons, c'est l'impérialiste. C'est lui tout. qui les fabrique. Si vous neutralisez l'impérialisme, les endocolons disparaissent de fait. Au Cameroun, aujourd'hui, les ennemis des panafricanistes, c'est qui? Ce sont les endocolons. Justement. Oui, et nous sommes au fait de tout ce qu'ils font en coulisses contre nous. Mais ça nous fait sourire. Donc, il n'y a pas à dire qu'il faut tourner le combat vers les endocolons. On combat les endocolons par l'engagement panafricaniste. Donc, c'est inséparable. C'est inséparable. Je pense que notre téléspectateur depuis l'Afrique du Sud a eu d'ailleurs sa réponse. Messieurs, on va aller au pas de course. Plus que 18 minutes. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre le pouvoir? Je vais dire une chose. Oui. On ne cherche pas le pouvoir. D'accord. Je vais vous surprendre. Un homme sérieux ne cherche pas le pouvoir. La lutte pour le pouvoir, ce sont des conceptions gréco-latines, fondamentalement, qu'on nous a imposées en nous colonisant. Le pouvoir, c'est vers qui il doit aller. Le vrai pouvoir, c'est vers qui il doit aller. Je ne cherche pas le pouvoir. Nous faisons ce que nous avons à faire. Si les dieux et le vrai Dieu pensent que nous sommes dignes de gouverner, le boulevard nous sera ouvert. Ce qui ne veut pas dire qu'on dort à la maison. Parce que nous sommes au cœur de toutes ces actions, n'est-ce pas, qui conduisent aux résultats qui font plaisir à tous les Africains. Président Badakani, revenons justement au sujet qui nous intéresse. Plus que quelques heures et Laurent Gbagbo sera rentré justement sur la terre de ses ancêtres et sur le continent mère de l'humanité. Ce sera aux alentours de 15h45 lorsque l'avion venant de Bruxelles va atterrir à l'aéroport international d'Abidjan. Et je vous posais la question tout à l'heure pour savoir, est-ce que Alassane Dramane Ouattara, qui n'est pas actuellement du côté d'Abidjan, sera représenté pour accueillir, même si Albert Anatola ici nous donne l'information comme quoi, de ce côté-là, il y aura certains membres du gouvernement. Qu'il soit représenté ou pas, ça ne sert à rien. Parce que Babo n'a pas pour interlocuteur M. Ouattara et son gouvernement. Les faits sont clairs. On sait qui a enlevé Babo du pouvoir. On sait qui a saccagé la Côte d'Ivoire. On sait qui nague l'Afrique depuis des millénaires. On sait qui piétine et méprise le continent africain. On va faire le cinéma de la représentation. Pas du tout. Voilà. Donc, qu'il soit là ou pas, ça ne change rien. Et même ça ne sert à rien. Comprenez, mon cher Grosse. La situation leur a été imposée. Ils courent après les événements. S'ils étaient eux-mêmes interlocuteurs, ils auront anticipé sur les événements, M. Grosse. Oui. Oui, c'est ça le problème. Ils courent après les événements, ce qui démontre qu'ils ne sont pas les vrais interlocuteurs. Je ne serais pas de le dire. Gbagbo, a pour interlocuteur la communauté internationale autoproclamée, qui est coiffée par les 13 familles, eux-mêmes coiffés par leur père, le diable, comme le dit Fanga. 12 familles, il faut le préciser, le 13e, c'est justement le diable, il faut le préciser. Leur pratique, leur culture, tout ce qu'ils font est éminemment diabolique. C'est ça l'interlocuteur. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé l'explication géospirituelle qu'il a apportée. Nous ne luttons pas contre la chair. Et les téléspectateurs l'ont bien compris. Dès le début de ce combat, je voulais dire à l'époque que notre arme, c'est la parole. C'est la parole, ça a toujours été la parole. Et j'avais indiqué à l'époque, nous avons indiqué à l'époque, que l'Occident ne connaît pas la parole. La parole, ce n'est pas ce qu'ils définissent comme parole. C'est clair. Et nous n'allons pas les aider à connaître ça. On ne va pas les aider. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous savons ce que nous, on appelle la parole. Eux, certainement, ils ont des illusions sur la parole. Ils feignent même de connaître la parole, ils font semblant. La parole dont nous parlons là, ils ne la connaissent pas. C'est une âme qu'ils ne connaissent pas. Et vous avez vu, comment on peut rapporter une guerre contre un ennemi dont on ne connaît pas les armes?
C'est impossible. Or, nous, on connaît leurs armes. Nous, on connaît leurs armes. Eux, ils ne connaissent pas notre arme. C'est pour ça que j'aime bien quand les gens disent la guerre est gagnée. C'est pour ça que nous avons toujours été optimistes. Toujours. Contre vents et marées. Je voudrais dire deux ou trois choses là, sur ce qui a été dit. Je voulais ajouter mon petit mot sur la France-Afrique. À la suite des brillantissimes interventions qui m'ont précédé en la matière. C'est un ensemble de structures, d'infrastructures et de superstructures officielles, qu'on voit, officielles, mais qui sont court-circuitées par des structures, des superstructures, infrastructures informelles, coordonnées de manière ésotérique. De manière ésotérique. Qui a pour rôle de bloquer l'émancipation de l'Afrique et des Africains. C'est ça la France. Vous voyez des structures devant vous, mais elles ne sont que représentatives. Les vraies choses sont informelles. Les pactes, moi j'ai aimé, il faut le dire, les pactes ésotériques, la sodomie, les sacrifices rituels, boire le sang, toutes ces choses qui sont curieuses, pour prendre un mot de 3 ans, c'est curieux de voir des hommes qui croient qu'on obtient le pouvoir en se livrant à des têtes chaudes. À des pratiques. C'est quand même bizarre de croire ça, qu'on obtient le pouvoir pas de telle manière. Mais c'est ça qui est au cœur de la France-Afrique. Nous connaissons les ravages de l'ojulatisme au Cameroun. Un pays comme le Cameroun, nous connaissons les ravages de l'ojulatisme qui était au Joula. Ojoula était franc-maçon. Oui. Il était le jour catholique, le jour franc-maçon, Illuminati à ses heures perdues, spécialiste des pratiques zétoriques qui, basées sur les pactes, mon cher Ngos. Oui. Donc, la matrice de la France-Afrique, c'est une matrice satanique qui est basée sur la corruption spirituelle de l'être humain en leur faisant croire que le pouvoir s'obtient par des pratiques magico-rituelles. C'est ça qu'il s'agit. C'est au cœur de ça. Et tout ça, c'est informel. C'est informel. Pourquoi, comme par magie, la plupart de nos présidents et notre élite sont dans les sectes? Est-ce qu'on peut nous expliquer ça? Il y a quoi là-bas? Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est la véritable interrogation. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Il faut préciser qu'Oumioba a refusé de prendre le pouvoir à partir de ce pacte-là. Clair et net. Il n'est pas le seul. Terminons rapidement, président Badakani. Il a refusé. Voilà. À la suite de Fanga, j'ai dit, ne soyons pas hypocrites. Ne jouons pas, ne faisons pas le cinéma. Le vrai sens de tout le barbeau, il doit aller s'asseoir pareil. Celui qui est présent à Abidjan, c'est un usurpateur. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est la vérité historique qu'il faut dire. Si on ne le dit pas, notre parole sera vide, M. Ngos. La vérité n'a pas peur de se proclamer. Celui qui est à Abidjan, c'est un usurpateur. Oui. La place de Gbagbo, c'est d'aller s'asseoir le palais. M. Ouattara doit lui remettre les clés. Parce qu'il n'a jamais été... M. Gbagbo n'a jamais cessé d'être le président de la Côte d'Ivoire. Écoutez, je démontre en 2 secondes ce que j'ai en train de dire. N'est-ce pas le Jupitérien et la communauté internationale des Jupitériens ont condamné avec la dernière énergie le coup d'État qu'il y a eu au Mali? Vous n'avez pas entendu ça? Tout le monde l'a entendu. Ils voulaient se pendre tellement ils ont... Jusqu'à Jupiter, je pense que tout le monde l'a entendu. Ils sont même montés à Jupiter pour condamner tellement ils étaient furieux. N'est-ce pas? Macron a dit que c'est inacceptable. Il a même dit que le retour des Balkans, c'est parce que la CEDEAO a validé le coup d'État. C'est ce qu'il a mis devant, non? Ouattara est arrivé au pouvoir par quoi? Il faudrait même lui poser la question à lui. Ouattara est arrivé au pouvoir comment et par quoi? Avec les fleurs. Est-ce qu'ils l'ont condamné? Il est arrivé avec les fleurs. Avec les fleurs. Avec les fleurs. Mais bon, messieurs, merci. Non, il faut qu'on se moque des Africains. Non, il faut arrêter ça. Donc, comme eux-mêmes disent, la communauté internationale autoproclamée dit que le coup d'État du Mali, c'est un crime contre l'humanité, c'est inacceptable, il faut qu'il retourne en arrière voir le rétroviseur. Donc l'accession de M. Ouattara au pouvoir, c'est une infamie. Il n'a jamais été élu. Le président élu de la Côte d'Ivoire, qui a été déporté justement parce qu'il a été élu démocratiquement, s'appelle M. Gbagbo. Son retour à Côte d'Ivoire a pour sens et pour destination finale son retour dans son palais. Merci beaucoup. Et ceux qui pensent qu'ils vont arrêter l'histoire se trompent. Albert Anatola ici parlant justement de l'absence d'Alassane Dramane Ouattara et de son épouse de la Côte d'Ivoire. Est-ce un échec? Bon. D'Abidjan, disons-le comme ça, d'Abidjan, est-ce un échec aujourd'hui, disons-le comme ça, affirmé par les autorités ivoiriennes? Bon, au cas où c'est bon, parce que moi je suis journaliste, hein. C'est ce que je dis. Au cas où c'est là, ça verrait qu'ils ne sont pas à Abidjan, ça veut dire qu'ils ne sont pas fair play. Je voudrais reprendre mon compte les propos de Laurent Gbagbo dans son interview à TV5 Monde. Oui. Que monsieur Ouattara n'est pas fair play. Si c'est vrai qu'il n'est pas à Abidjan,
encore que sa présence s'émunisse. Ça va être un élément perturbateur. Parce que avec sa garde prétorienne, ils vont venir perturber la fête. Donc c'est même pas nécessaire. Ils vont se voir peut-être, s'il est véritablement démocrate comme il le prétend, il va rencontrer Gbagbo dans un autre cadre. Mais pour l'instant, nous sommes dans, j'allais dire, dans le protocole, nous sommes dans le casting protocolaire, qui voudrait que M. Gbagbo arrive, qu'il soit accueilli par le peuple ivoirien, je parle du vrai peuple ivoirien, par ses militants, par ses proches. J'ai eu dire que le gouvernement ivoirien sera représenté. Bon, j'attends de voir tout à l'heure les images de l'arrivée de M. Gbagbo pour voir si la parole a été tenue. Parce que de ce côté-là, autant on ne respecte pas la constitution, autant on ne respecte pas la parole donnée. Merci. Maintenant, il faut quand même, pour sortir, il y a un élément important qu'il faut ajouter au niveau des avatars de la France-Afrique. Les politiques d'aliénation. C'est-à-dire qu'il est question de fabriquer des politiques dans leurs officines, des politiques d'aliénation, c'est-à-dire les hommes politiques qui sont de là, comme Bongo l'était, comme Oufé Boigny l'était, pour ne citer que ces cas-là, c'était des aliénés. Donc moi je pense que, et c'est pour cela qu'on a fait le coup d'État, il fallait dégager M. Gbagbo parce que il était dans l'inculturation politique, c'est-à-dire que si M. Gbagbo veut prendre ses vacances, c'était en Côte d'Ivoire. Pas en Corse. C'était pas. Oui, ça dit. Ça dit si vous pensez. C'est ça qu'il s'agit. Je comprends ça très bien. Non, c'est pour vous dire. C'est donc pour cela. Non, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens qui nous appellent, ils ne sont pas appelés pour nous insulter. C'est-à-dire que vous avez une majorité silencieuse en Côte d'Ivoire, mais qui s'exprime, mais qui attend certainement le moment venu pour changer de camp, pour migrer vers justement la terre promise. Vers la terre promise. André Kisselfanga, je me tourne vers vous. Peut-on déclarer aujourd'hui haut et fort que comme il y a 10 ans aujourd'hui, les médias mainstream avaient infesté la Côte d'Ivoire lors de la déportation de Laurent Koudou Gbagbo, de notre président, est-ce que ces médias mainstream seront également aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour son arrivée ou vont-ils continuer à raser les murs? Ben, ils seront là. Ils seront là. Ils seront là, obligés. Vous savez, on ne peut pas arrêter le cours des événements. Donc vous me dites comme un téléspectateur qui a dit qu'on n'arrête pas le vent avec les mains. Mais bien sûr. Et je voulais leur dire, la pierre de Dieu écrase doucement. La pierre de Dieu écrase doucement. Ce n'est pas le moulinex ou bien le moulin. Mais sûrement. Vous comprenez un peu? La pierre de Dieu écrase doucement. Mais sûrement. Mais sûrement. Ce n'est pas le moulin ni le moulinex. Ils ont créé les moulinex. Ils ont créé les moulins. Ça fait trop de bruit. Brrr, mais quand Dieu écrase, doucement et sûrement, et les résultats, nous les voyons. C'est pour ça que je voudrais conclure avec cette portion de l'écriture pour les Ivoiriens. Ésaïe 54, le verset 8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. De recevoir sur ses terres le président Laurent Koudou Gbagbo. C'est-à-dire c'est un moment de rédemption où la Côte d'Ivoire va sortir de la captivité, de l'emprise démoniaque qui était sur la Côte d'Ivoire. Parce que tous les événements qui se sont produits, si Dieu n'était pas dedans, beaucoup d'Ivoiriens seraient morts et le président Gbagbo aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé au palais quand on les a arrêtés. Et je voudrais leur rappeler cette image du président Laurent Koudou Gbagbo. Il avait dit, vous allez voir. Monsieur le grand maître de la franc-maçonnerie de Côte d'Ivoire, Feu Ahmed Bakayoko. Je précise encore, grand maître de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Koudou Gbagbo est arrivé à l'hôtel du Golfe, il l'a giflé. Que c'est toi qui nous causes trop de problèmes dans ce pays. Gbagbo avait dit, vous allez voir. À la fin de sa vie, il passait son... Il l'a appelé Gbagbo pendant des millions de fois. Gbagbo l'a fait honneur une seule fois, en l'appelant par rapport à la situation qu'il y avait en Côte d'Ivoire, l'appelait Monsieur le Premier ministre, parce que c'est lui au moins qui pouvait encore parler d'autre chose. La preuve en est, quand il a commencé à vouloir, la fiole est passée. Donc,
Donc, pour vous dire que... Cette histoire de fiole, c'est un gros problème. Allons-y, monsieur, terminons rapidement. Ce qui a été installé en Côte d'Ivoire, la barbarie, le crime... C'est dans le business plan, monsieur. C'est dans le business plan, ça c'est clair. Donc, oui, bien sûr. Donc, tous ceux qui s'amusent, on les fiole. Ça c'est clair. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que les Saintes Écritures sont en train de s'accomplir. Et les Saintes Écritures vont forcément s'accomplir. La parole de Dieu ne sort jamais sans accomplir le but pourquoi elle est sortie. Le prophète Koné Malachi l'avait dit. Et nous sommes aussi en train de voir plusieurs prophètes en Côte d'Ivoire l'ont dit. Et voilà la vérité qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Nous avons brisé. Parce qu'il faut rappeler que la Côte d'Ivoire quand même a eu un moment où ils se sont livrés à d'autres choses. Maintenant, la restauration est en route. La restauration est en route. Merci à vous, André Kesselfanga. Docteur Jean-René Douma. Justement, plusieurs prophètes du côté de la Côte d'Ivoire et surtout africains ont déclaré haut et fort que lorsque Laurent Gbagbo rentrera sur le sol de ses ancêtres, il prendra le pouvoir. Beaucoup l'appellent le Woody de Mama. Le Woody de Mama va rentrer. Donc, aujourd'hui, prendra-t-il le pouvoir? Récupérera-t-il son pouvoir puisque les prophètes l'ont annoncé? Je suis pour la matérialisation de ces prophéties immédiate avec foi et conviction. Je suis pour la matérialisation immédiate de toutes ces prophéties. Voilà. Tout de suite et maintenant. Parce que l'enchaînement des événements tend vers là. Et nous serons très très fiers, plus fiers encore, de savoir que le président Laurent Gbagbo est effectivement là et qu'il est encore disposé à pouvoir matérialiser sa politique au profit des Africains, des Ivoiriens, pour libérer ce continent à partir de la Côte d'Ivoire. On a déjà quelques velléités de libération dans d'autres pays africains. Nous encourageons, n'est-ce pas, tous ceux qui sont actifs à pouvoir continuer ce combat, un combat noble, un combat pour l'humanité, un combat où il n'y a pas de race, mais un combat idéologique parce que l'être humain doit être au centre de nos préoccupations. J'ai beaucoup aimé particulièrement ce que le président Bandakani a dit quand on lui a posé la question piège par rapport au pouvoir. C'est un homme politique qui est déjà très connu et il a dit on ne cherche pas le pouvoir. Mais le pouvoir vient à vous. Le pouvoir vient à vous. Le président Laurent Gbagbo ne cherche pas le pouvoir. Mais vous voyez dans quelle dimension planétaire les énergies se mobilisent parce qu'il est le pouvoir. Et c'est pour ça que le diable se cachant dans les détails et que la lumière n'a aucun endroit où elle ne peut arriver. La lumière est arrivée et elle va envahir l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Merci messieurs d'avoir été là cet après-midi. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là. Ça fait un plaisir. Président Bandakani, merci à vous d'avoir été là ce matin. Je voudrais qu'on ait une pensée pour Simon Gbagbo. Oui. Et si j'ai un petit conseil à donner à mon petit niveau, il faut que le FPI se réconcilie et qu'on donne à Simon Gbagbo la place qu'elle mérite. La place qu'elle mérite, et elle le mérite amplement, Simone Gbagbo. Nous sommes de tout cœur avec elle. Docteur Jean-René Douma, merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie, monsieur Jocelyn Goss. Je récupère. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir et un honneur de partager ce plateau ce matin. Merci à vous également, André Kesselfanga. J'espère que maintenant vous savez ce que signifie Jocelyn, fils de Dieu. Voilà. Bien sûr, nous sommes les fils de Dieu sur ce plateau parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu, on n'aurait pas cette hargne, ce courage de vivre dans la... Vraiment, c'est une preuve que l'Afrique, c'est une Afrique des vaillants guerriers. Et nous sommes ces vaillants guerriers-là. Vraiment, je suis très d'accord avec vous, monsieur le président Bandakani. Cette femme a subi beaucoup de choses qui ne sont pas dignes. Et malheureusement... Elle est dans le combat depuis le commencement. Hein. Bien sûr. Donc, je crois qu'il faut véritablement qu'elle ait sa place qu'il faut. Merci, messieurs. En Côte d'Ivoire, avec le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, le mot réconciliation est presque dans tous les discours. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.